Mardi le 17 mars, aujourd'hui à l'émission, on vous dit si nos séries policières sont vraiment réalistes. On statue une fois pour toutes pourquoi est-ce que Trump porte toujours une calotte, une casquette. On se demande si c'est vrai que les gens se séparent plus au mois de mars. Et mes invités font une dictée trouée. Bienvenue, on va se le dire. Isabelle Racicot. On est mardi. Magnifique. Hey, meilleure émission de la semaine, puis on est juste au début. C'est incroyable. Comme on se disait ça avant, hein? Oui. Les pauvres qui passent demain, jeudi, et les autres. C'est plate pour eux autres quand même. C'est aujourd'hui que dommage. ça se passe. C'est là que ça se passe. Regardez même pas les autres, ça vaut pas la peine. Non, c'est pas vrai? Ça part fort. Ouais. Ça part très fort. Quel mardi ce sera, mesdames et messieurs, avec l'illustre comédien Michel Lapierrière qui est avec nous. Ben oui, avec l'infatigable Chloé Deblois. Salut. Le matinal, très matinal, trop matinal, journaliste et chroniqueur Julien Poirier-Malo. Allô? Ainsi que la toujours très ricaneuse Isabelle Racicot. Quand Isabelle vient, on sait pas. On sait pas, elle va-tu finir le show, va-tu partir à un moment donné pour aller s'essuyer son maquillage? C'est arrivé. Je suis déjà partie pendant l'émission. C'est déjà commencé. Oui, c'est déjà arrivé. Fait vécu. Le pilates, très à la mode. On commence avec ça, très à la mode, surtout chez les femmes, on s'entend. Mais vous ne dites pas que certaines femmes se plaignent maintenant de la présence d'hommes qui sont de plus en plus là, qui sont de plus en plus présents à ces cours-là. Cours qu'elles avaient l'habitude de faire peu vêtus. Je ne sais pas si vous êtes mal à l'aise quand il y a des hommes. Parce que c'est vrai que Moi, j'en ai fait du pilates. des fois, il fait chaud, yoga chaud, toutes ces affaires-là, Ouais. les dérivés. Ben, c'est pas, on n'est pas moins habillé que quand on va dans un gym. Là. Ben, C'est-à-dire c'est comme que le yoga. C'est là. comme le yoga. Moi, je trouve ça... Au contraire, j'aime ça, voir des hommes essayer de faire du pilates, tu sais, s'entraîner autrement, ça ramène tes chakras à bonne place, tout ça. Ouais, puis tu sais, moi, dans mon passé, j'ai tout le temps été dans des gyms pour femmes parce que j'étais un peu intimidée du regard des hommes, mais en vieillissant, on dirait que ça me dérange moins. Puis, exemple, dans un cours de pilates, j'ai pas essayé encore parce que je me sens intimidée même par juste quelqu'un qui est super bon en pilates. oui, Les c'est ça, filles ben oui. aussi, ça m'intimide, Ah oui, on homme comme dirait. femme, hein? Homme Ouais. comme femme. Fait que peu importe, on dirait. Moi, là, ce serait mon genre d'amener mon chum en sport. Comme viens avec moi, là, c'est comme bon, on va ça. faire pisser les deux ensemble, là, puis comme. Tu sais, on peut En fait- s'aider, là. En fait, moi, ce qui me dérange plus, c'est quand on est trop près les uns des autres. Oui. Oui. Et puis que tu peux pas faire des mouvements sans accrocher. Ça, finalement, que ce soit un homme ou une Oui. femme, ça C'est me... C'est la proximité. Oui, là. c'est plus ça qui me dérange. Et puis, je me dis, il doit y avoir quand même des endroits où il peut y avoir juste des femmes. Et je ne sais pas s'il doit y avoir un choix. Oui, absolument. Mais Sûrement. il reste que la mixité dans ces endroits-là, gym, yoga chaud, yoga régulier, pilates, tout ça, on dirait que ça fait jamais l'unanimité. Il y a Ben, quelque chose je trouve que c'est intéressant de vous entendre là-dessus parce que c'est une instructrice de Pilates qui a lancé cette histoire-là la semaine dernière parce que sur TikTok, elle a dit ça m'énerve, ça me gosse pour bien la citer, ça me gosse quand il y a des gars qui s'inscrivent à mon cours parce qu'ils viennent si souvent pour se montrer puis pour montrer qu'ils sont plus forts. Puis elle disait on le sait que vous êtes plus forts que nous, arrêtez, venez avec la bonne attitude. Puis ça a déclenché, ça a provoqué tellement de réactions sur Internet qu'elle a fini elle-même par revenir un peu sur ses paroles en disant un instant, j'en avais pas contre les hommes qui viennent Oui. à mon cours, j'en ai contre les hommes qui viennent avec la mauvaise attitude. Surtout que le pilates, ça dit c'est beaucoup, c'est quelque chose de très individuel, concentration sur, Ben oui. sur soi, tout ça. Elle dit faut pas arriver ici pour se montrer puis pour essayer d'être plus fort que les autres. Mais ça pourrait s'appliquer pour une femme Pour les aussi, femmes, justement. ouais. Tout à fait. Vraiment. Mais je pense que dans l'univers de l'entraînement, du fitness, je pense que c'est vrai qu'il y a certaines femmes qui puissent être mal à l'aise quand il y a des hommes autour. Puis c'est pour ça, effectivement, qu'il y a des gyms uniquement Ouais. pour les femmes. Mais il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui disaient ouais, mais il faut encourager les hommes qui sortent de leur oui. zone de confort aussi, qui Vraiment. vont vers des disciplines plus typiquement féminines. Puis oui. c'est aussi du cas par cas, je veux dire, ça peut, si tu te sens vraiment pas à l'aise envers une personne en particulier, là, tu fais la plainte, puis là, c'est géré. Je veux dire, c'est du cas par cas, là, mais tu sais, je pense que moi, je vais pas regarder croche le gars qui, le pauvre petit en minorité, il est clairement en minorité là, dans Ah ce oui. groupe de pilates-là. Mais il y en a quand même qui vont loin. Moi, je me suis... As-tu essayé du pilates, toi? Non, une fois, j'avais fait le yoga puis j'ai ri tout le long. Fait que Ah, mon Dieu, moi vraiment, aussi, je comprends. je trouvais ça trop drôle. C'est C'était trop, crampant. c'était trop sérieux pour moi. Fait que Mais- c'est toi le gars problématique. C'est moi, mais parce que je riais. Les Ben, filles pensaient que tu riais d'eux autres. le gym, j'ai essayé à une certaine époque. Je me trouvais trop mince. Puis finalement, j'ai fait, gars, ça va être ça mon corps, puis je l'accepte. Mais justement, il y avait un gars, je me souviens très bien, un gars qui s'était mis en chest, s'était mis en bédaine, tu sais, bien OK. baraqué. On Au était venus gym. très rapidement. Il disait,
dire de ne pas le faire. C'est ça. Mais tout le long, après, on dirait qu'il m'intimidait. J'aimais pas. Fait que j'imagine juste être une femme. Ouais. Pas dans un couple, il se met en bédaine. Ça va peut-être un peu trop Ouais, loin. ouais. non? Ben, des fois, on trouve qu'il y a de l'air niaiseux. Ben, Ouais, c'est c'est surtout ça. Oui, mais à l'époque, ça m'intimidait. Moi, ça m'intimide pas, c'est juste que je trouve t'es cave. Ben oui. Vraiment. Mais je pense que je rentrais 4 fois dans son corps. Là, tu sais, Il faut savoir Oui, c'est ça. Oui, faut savoir quand l'enlever. puis choisir quand son le moment. porter. Exact. Je vous apprends rien en 2026. Bon, l'accès à la propriété, on y revient. Là, c'est un défi qui est colossal et c'est pas seulement au Québec, c'est partout au pays, en fait, d'est en ouest. Et là, dans l'est de l'Ontario, il y a une solution audacieuse qui a fait ses preuves. Je vous explique. En gros, tu achètes une maison, OK, elle est neuve, bâtie par les étudiants d'un programme de formation en construction et tu la paies moins cher, c'est-à-dire que tu la paies au prix des matériaux. Et donc, en gros, ça te coûte entre 70 000 et 90 000 Wow. Dans le contexte actuel, quand même. C'est pas pire. Non, il me Faut pas semble. dire non à cela, là. Ben, pourquoi pas? Écoute, moi, ça permet d'avoir la possibilité d'avoir une maison pour ce prix-là. Et c'est très, très rare. Là. Puis c'est vrai, actuellement, ça coûte tellement cher. Mais ça, c'est un très, très bon exemple. Mais il y a plein il y a plein de services où on peut avoir recours à des étudiants. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, Ouais. d'aller à l'université chez le dentiste. Et puis, c'était des étudiants, mais évidemment, il y a un professeur. Ah oui, ils sont Il y a un supervisés. Ben oui, ils Pas sont tout seul. supervisés. Là, c'est comme la maison. Ils étaient sûrement supervisés là, par quelqu'un de qualifié là, pour faire ça. Là. Tu peux pas... C'est ce qu'on souhaite. Moi, je pourrais pas faire ça. Là. Non. Il faudrait que je sois supervisé. Non. Mais je veux dire, ben oui, si ça permet à quelqu'un d'accéder à la propriété, c'est formidable. Pourquoi pas? Ils ne peuvent pas en faire de toute façon 50 par année, j'imagine. Ben, Ils c'est doivent- ça. Il y a quand même faire très quelques peu. mais, c'est-à-dire ils en font 3 ou 4. Il faut que tu sois chanceux. Ouais. Ça vient pas que le terrain. Donc, il faut que tu achètes un terrain, il faut que tu t'occupes toi-même. C'est toi qui débourses pour le déplacement de la maison. Il n'y a pas de fondation, pas de plomberie, pas sous-sol, d'électricité. Mais il y a une dame dans l'article qui dit qu'elle s'est même fait construire un sous-sol. Et malgré tout, ça lui a coûté 430 000. Ce qui est quand même en dessous de Ouais. beaucoup de gens paient de nos jours. Là. Ben oui. Tu sais, fait que. Mais c'est ça qui est rassurant, c'est qu'il y a un code du bâtiment au Canada, au Québec. Je veux dire, c'est pas de l'électricité puis de la plomberie artisanale. Non. C'est des spécialistes avec des permis qui viennent faire ça. Fait qu'après, tu sauves sur le prix de la maison. Puis on est dans une crise du logement. Il faut trouver des nouvelles façons de construire davantage de logements puis de maisons. Puis la maison unifamiliale, ça reste un rêve pour énormément de monde encore. Fait que c'est sûr que, bon, tu dis 3-4 par année. C'est Mais pas toi, avec tu ça dirais qu'on va oui, révolutionner C'est le pas avec marché. ça Ben qu'on va oui, régler moi, le problème. pourquoi pas? Ouais. Ouais. L'accès à la propriété, là, à 3-4 par année. Non, non, non. Faudrait beaucoup Tu sais, Mais- je pense à une maison, moi, que j'ai eu une maison de ville à Montréal, ma première maison qu'on avait vraiment achetée. La façon que c'était fait, je me demande si c'est pas plus supervisé. Ben, je pense ben pose la oui. question. Ça serait pas plus supervisé, Ben oui, même quand non. c'est un vrai C'est prof ça. et tout ça. Absolument. Ah Quand Ben oui. l'étudiant est rendu à construire, c'est qu'il y a quand même des compétences. Puis, tu sais, moi, je regarde, moi, j'habite dans une super vieille maison de 150 Maison ans, ancestrale, vraiment toi? pas au code du Ah, bâtiment ouais. d'aujourd'hui. Puis, tu sais, mon père, il travaille en construction. Puis là, au début, j'étais comme, là, on va-tu s'effondrer? Il fait, hey, ça fait 150 ans qu'elle est là, la maison, Ben on oui. va pas s'effondrer. Fait que, tu sais, Fait que- c'est comme, avec les normes d'aujourd'hui, ça va être supervisé. Hey, je l'achète ta maison right now. Il doit avoir toujours quelque chose à faire quand il va te voir, je suppose. Oh mon Dieu, si tu savais. Hey, Celle, c'est pas sûr. drôle. Là, t'es sur quoi ces temps-ci? Là? Mais là, la cuisine commence dans une coupe. Il Ah, a déjà mis ça des murs à terre, là, commence. Mario, là, pendant le brunch du dimanche. Là, il varge dans les murs. Là. Ah, mais ça, mais c'est la cuisine, c'est bientôt. La cuisine, il n'y a jamais de pépins en plus, ça. habituellement. Ouais, c'est une facile. belle Dans les jamais délais, dans cher les qu'on pensait. Moi, je suis ces rénovations sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur les réseaux. Est-ce que tu le ferais, Isabelle, toi? Bon, moi, j'ai des garçons tu sais, à l'âge de 19-22 ans. Donc, à l'âge de ces étudiants-là. Ces étudiants-là, je vois ce qu'ils font dans ma maison quand ils réparent des choses. Ils coupent les coins ronds. Fait que la réponse pour toi, c'est non. Si la maison est construite comme mes enfants travaillent chez nous, Mais comme Michel dit, il y a un superviseur, là. Il y a Oui. un prof qui est là. Oui. Fait que, tu sais, ils n'ont pas le choix de se forcer un peu. Ils ne peuvent pas trop tourner les coins ronds. je supervise quand même. Pas de Belle chance. idée sur papier pour toi. Oui. Oui. Je m'en vais ailleurs complètement. Depuis quelques semaines, vous avez vu, on a connu le décès quand même consécutif de plusieurs acteurs. James Van Der Beek, 48 ans, on l'a découvert à la télé dans Dawson's Creek à l'époque. Eric Dane, lui, avait 53 ans, il jouait dans Grey's Anatomy. Et là, ce qui surprend, c'est que dans les deux cas, ces deux acteurs-là, les familles ont lancé des campagnes de sociofinancement GoFundMe pour soutenir leurs proches. Oui. Est-ce qu'on peut rappeler le pourquoi et le comment de tout ça? Bien, dans le cas de James Van Der Beek, il a été malade Très longtemps, cancer, très longtemps, colorectal, je pense. Et dans le cas de Eric Dane, c'est la SLA, donc lui aussi a eu quand même un peu moins longtemps, c'est-à-dire que je pense qu'il a été malade environ 2-3 ans. Mais cela dit, on est aux États-Unis, les coûts sont exorbitants. Puis, tu sais, qu'on le dise, là, dans le cas d'Eric Dane, il a travaillé quand même plus tard, mais
dans les deux cas, c'est des acteurs qui ont fait leur fortune il y a plusieurs années. Au moins une vingtaine d'années. Bon, et là, les deux familles se retrouvent avec très peu d'argent parce que tout est passé dans les soins médicaux. Puis tu as deux écoles de pensée. Tu as l'école de pensée de gens qui disent, bien, ils nous ont tellement donné, j'ai tellement grandi avec Dawson, j'ai tellement, tu sais, avec McSteamy aussi dans Grey's Anatomy, je les ai tellement aimés, c'est la moindre des choses que je donne un petit montant. Puis des fois, c'est des 5 des fois, c'est des 20 Puis il y en a d'autres qui disent, hey, sérieux, gérez-vous, vous avez fait des millions de dollars, vous êtes des célébrités, pourquoi j'aiderais quelqu'un que je connais pas, dans le fond? Puis, tu sais, C'est vrai. fait que là, en ce moment, il y a beaucoup de malaise face à ces pages-là de personnalités connues. Puis il y en a même, je lisais, là, des gens qui donnent de leur cœur, mais si je peux pas donner plus que 5 moi-même, j'ai des dettes en ce moment, mon mais Dieu. qui donnent quand même. Ou moi, je suis en phase terminale d'un cancer, j'ai une fille à faire vivre, mais je vais donner 3 de façon significative à un des deux, je me rappelle pas. Et puis, tu sais, c'est pas les deux seuls. Là. Je disais, il y avait une Il y en a d'autres. influenceuse aussi, il y a pas si longtemps, 27 ans, qui est décédée d'un cancer. Puis on l'a suivi sur les réseaux sociaux, tu sais, comme toute sa maladie. Et là, sa famille a parti un GoFundMe pour aider pour, tu sais, les arrangements funéraires, pour la suite des choses. Pour... Mais c'est beaucoup de sous. Je donne l'exemple de James Van Der Beek. Donc, Ouais. on était autour de 3 millions là, en début de semaine. Tu sais. Ouais. Fait que c'est beaucoup de sous. D'amasser. Ils ont réussi à amasser. Sa famille. OK. Oui. Mais là-dessus, moi, je veux dire, je sais pas, c'est vrai qu'aux États-Unis, bon, les frais médicaux, c'est très, très cher. Ouais. C'est très, très cher partout. C'est très, très cher ici aussi. On s'en rend pas compte parce qu'on a une carte qui le paye. Oui. Ça ne veut pas dire que ça coûte pas cher. Mais des GoFundMe, on reçoit des invitations. Moi, j'ai déjà participé, par exemple, à quelqu'un que je connaissais qui voulait faire un show et puis qui le finançait lui-même et qui avait besoin Ouais. d'un peu d'aide. Et puis, mais t'es pas obligé. Ouais. Il n'y a rien qui t'oblige à le faire. Effectivement. Et je ne sais pas, eux autres, comment ça fonctionne aux États-Unis, mais ici, au Québec, moi, en tant que président de la Fondation des artistes, là, depuis Oui, 10 ans, c'est vrai. je sais un petit peu comment ça fonctionne. Nous, à la Fondation, on ne fait pas de GoFundMe. Mais je veux dire, on aide des artistes, parfois, que les gens connaissent parce qu'ils ont fait de la télé, parce qu'ils ont fait du théâtre, parce qu'ils ont été, à un moment donné, sur Sous les à projecteurs. l'avant-scène pendant un certain temps. Et là, on n'en entend pas parler depuis quelques années. Et ces gens-là qui n'ont pas amassé des millions, là, quand ils travaillaient, quand ils ont eu quelque chose, une continuité, quelque chose, et qui, après un certain nombre d'années, quand le téléphone n'a pas sonné, qui se retrouvent dans une position vraiment, qui ne sont pas capables de payer leur loyer, il y a cette Fondation des artistes-là qui leur vient en aide d'une manière ponctuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se substituer au gouvernement. On les aide une fois, peut-être 2 fois dans leur vie, puis avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire 1 500, 2 000, 3 000 $ s'ils ont des enfants ou quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si eux autres ont une fondation aux États-Unis, mais ici, au Québec, je peux te dire que ça aide beaucoup. Ouais. Et il y a des gens, parce qu'on a fait des sondages, et il y a des gens qui ont dit... donc, dans les sondages où on expliquait ce que la Fondation fait, il y a une minorité de gens qui disent « ben moi, je vois pas pourquoi on aiderait ces artistes-là. Je paye déjà des impôts ou des affaires comme ça. Ah oui. » Et qui ne réalisent pas qu'un artiste, c'est tout à fait normal que dans sa vie, il y ait un creux à un moment donné, ou qu'il y en ait même des creux. Et puis que puis c'est en montagne russe. Mais Fait ça que- montre à quel point, des fois, on réalise peut-être pas que, justement, on roule pas sur l'or comme aux États-Unis nécessairement ici tout le On temps. ne roule pas sur l'or. L'autre, bon, quand ton GoFundMe a ramassé 3 millions, peut-être que tu peux dire, écoutez, les On met amis, une limite, là. c'est formidable, vous Ouais. nous avez aidés. Puis ce dont j'ai pas besoin, je peux le retourner à... Ouais. Il y en a plein. Mais là, lui, il a 6 enfants. Hein. Il y a 600 Une enfants. grosse Ouais. famille. Ouais. Il y a Alissa Ouais. Milano, il y a quelques années, qui, elle, avait, pas il y a quelques années, assez récemment, mais c'était pour des cours pour sa fille, si je pense, là, ou quelque chose Pour comme vrai? ça. On va Ouais. réduire l'élastique Mais c'est un pas peu. Alissa Milano, justement, qui donne un Un voyage montant... d'équipe de baseball, excuse-moi. Mais elle donne au GoFundMe de James Oui. un montant mensuel. Là, Oui. elle a, je pense, 2 000 par mois.
Puis elle a fait... Hey. En tout cas... Ça en dit long sur le rapport, notre rapport aux célébrités. T'sais. Puis ça, Ben oui. c'est un phénomène qui est documenté, mais avec l'avènement des réseaux sociaux depuis 10 ans, le fait de voir une vedette, même si elle est très, très loin de nous, géographiquement, puis de toutes les façons possibles, de la voir quotidiennement, on sent une proximité, on a l'impression que ça devient pratiquement un proche. Ben oui. Ça contribue beaucoup à influencer les gens, à les encourager à donner comme ça. Ouais. C'est quand même assez stupéfiant qu'on amasse des sommes comme ça pour des personnes, Ouais. pour des vedettes, auprès de personnes qui, au final, ne les connaissent pas. Comme Britney Spears. Comme Britney Parce que là, les gens réagissent. Ouais. Elle semble avoir visiblement besoin d'aide pour vrai. Donc, rappelez-vous, là, les fans de partout à travers le monde ont milité très fort pour qu'elle retrouve sa liberté vis-à-vis de son père il y a quelques Free temps. Britney. Free Britney, le fameux mouvement. Mais là, les choses n'ont pas l'air d'aller très bien pour elle jusqu'à tout récemment. Même moi, j'ai arrêté de la suivre parce que ça me faisait de la peine. Oui. On la voyait, en fait, tous les jours dépérir sur Instagram. Elle danse de façon troublante. On ne sait pas trop dans quel état elle est. Elle s'est fait arrêter aussi en Californie pour conduite avec facultés affaiblies. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, tout ça, ça a été retiré. J'ai vu que son compte, on y a plus Son accès. compte n'existe plus là, C'est depuis ça. qu'elle s'est fait arrêter il y a comme quelques jours. Puis là, si je vous remets en contexte, il y a eu... ça fait 15 ans là, que Britney, c'est Ben oui. controverse après controverse. En 2008, il y a eu une tutelle qui a été instaurée. C'est son père qui gérait ses finances, sa carrière, tout. Puis là, en 2019, le gros mouvement Free Britney, là, on voulait y redonner son indépendance. Mais finalement, cette tutelle-là a été levée et les fans sont inquiets. Tout le monde se demande si, fallait qu'elle ait finalement plus d'encadrement. On dirait qu'on l'a laissé tomber, non? On dirait qu'on a fait tout ça, puis là, une fois que c'est fait, ben C'est voilà. comme qui est avec elle. Ouais. Tu sais, mettons son compte Instagram, là, c'est le meilleur exemple. Ouais. Moi, je suis méga fan de Britney. Là. Ouais. Genre, jusqu'à la vie, à la mort. Puis je l'ai aussi unfollowé sur les réseaux sociaux parce que je trouvais que je participais à l'espèce de freak show. Là. On la regarde, puis on se partage des vidéos un peu en riant d'elle. C'est Mais souvent comme enregistré le soir, elle danse devant sa avec caméra. des tutos, Le maquillage qui coule, on sait pas. On dirait Ça qu'on va la prend en pas. plein party. Là, tu sais, qui va trop Exactement. loin. Puis je me demande vraiment, c'est qui les gens avec elle en ce moment dans sa maison? C'est tous Elle des est gens qui sont entourée de payés qui? par elle. C'est C'est ça. tous des gens qui sont payés par elle. Fait qu'eux autres, ils n'ont pas intérêt à arrêter quoi que ce soit Ben parce non. qu'ils ne peuvent pas y dire non. C'est leur patronne. C'est leur ça qui est patronne. tellement malsain. Elle a une là. fortune de 200 millions, juste pour vous Elle vient d'avoir un contrat de. En fait, elle a vendu son catalogue. Ben oui, Mais son catalogue de musique. là. C'est très fréquent aussi. C'est très fréquent que quelqu'un qui est sous médication, à un moment donné, pense que tout est correct, puis qu'il Ouais. arrête de les prendre. Et puis, visiblement, peut-être que ça fait peut-être quelques jours qu'elle n'a pas pris son médicament. Puis bon, je veux dire, c'est un résultat de quelqu'un qui... On en voit dans la rue, des fois. On en voit tellement dans la rue, justement, puis j'en ai connu, j'en ai eu dans ma famille, qui avait une médication, qui arrêtait de la prendre, et puis tout à coup, ils font ce genre de choses-là. Puis elle a le malheur d'être suivie C'est- par des millions de personnes, fait que c'est sûr que. Ben, pas nous ça deux maintenant. amplifie. Mais qu'est-ce qu'elle devrait faire? Ben là, son Elle devrait gérant a être dit... Mais là, ça n'existe plus, là, son Instagram. Non, il mais est là, plus, son gérant dit que donc son arrestation, il faut voir ça comme le début d'une nouvelle ère, ou en tout cas de la reconstruction, quelque chose comme OK. ça. Ça va Espérons-le prendre pour du elle. temps. Ouais, vraiment. Mais on déjà, espère. d'y enlever cet accès-là aux réseaux sociaux, C'est peut-être pas que... possible, Ouais. je pense. Tu sais, Ouais. on aimerait... Peut-être qu'on va la revoir un jour sur scène. Je pense que On ça... va-tu y aller? Est-ce qu'on Mais moi, participe j'aimerais à quelque ça. chose qu'il faut pas? Moi, Je sais j'irais. pas. Ah, ben non, mais ça va bien, oui. Ben, on va y j'aimerais aller, ça, on mais je va sais Je pas. pense que si ça on y peut. prend quelqu'un qui l'aime. Oui. Absolument. Ben, Chloé. Ben, moi, je t'aime Faites des plus. appels pendant la pause. Est-ce que nos séries policières reflètent vraiment la réalité sur le terrain? Un professeur en criminologie répond à tout ça après la pause. Oui, appelle-moi. Oh, Appelle-moi. mais just call my phone.
comme on a avec nous Maître Lapointe de l'émission Indéfendable, on a eu envie de se demander si nos séries policières préférées reflètent vraiment la réalité. Et ça tombe bien parce que jusqu'au 21 mars, ben, c'est la toute première semaine québécoise de la criminologie. Quel don, vous allez me dire. C'est la première fois, première édition. On en discute avec Rémi Boivin, qui est professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Il présente d'ailleurs une conférence durant cette semaine-ci intitulée Les enquêtes criminelles à l'écran, réalistes ou fantaisistes. Allô, Rémi? Je commence par la job de criminologue, parce qu'on entend souvent ça. C'est quoi un criminologue? Ça fait quoi? C'est pas sur le terrain en train d'arrêter les méchants, là? C'est compliqué. C'est ça. Dans le fond, en anglais, il y a deux termes. Il y a criminology, puis il y a criminal justice. Moi, je suis plus en criminal justice, mais criminology, c'est plus de l'intervention auprès des auteurs, auprès des victimes, auprès de leurs proches. Donc, tu sais, c'est vraiment le côté intervention, puis c'est à peu près 90 là, des gens qui sont en criminologie qui font ce genre de travail-là. Mais moi, je suis plutôt du côté chercheur en criminologie. Je travaille plus proche de ceux qui font justement de la recherche, mais aussi ceux qui font sécurité et études policières, qui vont soutenir le travail du système judiciaire. C'est ça, vous êtes là comme des piliers, en fait. Vous êtes pour aider au bon fonctionnement, c'est-à-dire de la grosse machine. Ben, en gros, là, on étudie les façons d'enquêter, mais on ne fait pas les enquêtes. Okay. Ça, c'est le travail sur le terrain. Par exemple, c'est les policiers qui vont faire ça. Ceux qu'on voit dans Anti-Gang, mettons. Exactement. Ou dans District 31, Ouais. ou dans Bella Indéfendable. Est-ce que tu les regardes, ces séries-là? Non. Tu les regardes pas? C'est un peu comme si un médecin ou un infirmier regardait des drames médicaux. Tout m'énerve. Puis, Ah Ah oui? oui. mais moi, dans le fond, ce qui m'énerve, c'est pas tellement le traitement. Ce qui m'énerve, c'est le concentré. Ah ouais? Tu sais, par exemple, je vois le concentré. Ah oui. Je vois 19-2. Là. Si tout ce qui arrivait aux policiers de 19-2 arrivait, il n'y aurait plus de policiers. Ils seraient tous en dépression, ils seraient tous en burn-out. C'est impossible qu'ils subissent ça. Oui. Et par exemple, en 2-3 épisodes, les policiers de 19-2 sortaient leur arme à feu. Un vrai policier, dans la vie, il sort aux 20 ans. Là. Oui. Ouais, c'est- Ah, ouais, Quand hein? il le sort. ouais, Quand il le sort. Quand il sort. Ouais. Oui, mais on n'aurait pas de bonne série télé si on Ben, faisait c'est la ça. série. C'est un peu ça l'enjeu. Là, je me Bien souviens sûr. de 24 à l'époque, tu sais, avec Kiefer Sutter. Les premières saisons, je me disais, ben voyons donc. Tu sais, ça, c'est bien comme la vie de 60 policiers, même pas ça au complet, c'est même pas un épisode. là, tu sais. Ah ouais, c'est exactement ça. Puis c'est parce que concrètement, le travail est un peu plate. Là. C'est plate à l'écran. là. Mais mettons, qu'est-ce qu'on voit pas dans ces séries-là? Ouais. Ben, on voit pas la durée. Donc, les épisodes durent 23 minutes ou 50 minutes. Puis là, toute l'enquête se fait en 50 minutes ou un petit peu plus long si c'est sur plusieurs épisodes. Mais dans les faits, ça dure des mois, des années. C'est vraiment long faire une enquête. Oui. Mais il y a beaucoup de « OK, ben c'est une fausse piste ». Donc là, on a creusé quelque chose pendant des mois, puis finalement, ça n'a rien donné. Ça, on le voit pas à l'écran. C'est de la job de bureau, Rémi, finalement. Oh, oui. Beaucoup, c'est ça, t'es assis. Parce que je sais pas si, pour Indéfendable, mettons, la Ouais. gang, est-ce que vous avez eu une formation? Ben, non, mais je peux te parler de la formation, mais avec ce que vous dites, moi, je suis pas tout à fait à la même place parce que moi, j'ai beaucoup d'avocats de la défense qui nous parlent d'indéfendable. Évidemment que c'est de la télé. Quelqu'un est pris dans un crime et puis, dans la réalité, il va passer en procès 1 an et demi, 2 ans plus tard. Mettons qu'on ne peut pas faire ça parce qu'on ne sait jamais si on va revenir l'année prochaine. Mais ce que je veux dire... Ce qui est important et ce qu'on me dit, c'est que c'est l'esprit de la chose qui est respecté. Et des avocats de la défense qui m'en ont parlé, il y en a plein. Et je suis allé dans un congrès l'autre jour où j'étais invité, et il y avait des avocats de la défense de tout le Québec et qui me disaient « Heureusement que cette émission-là existe. Enfin, ça fait connaître notre métier. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on est utile à la société? » Tout à coup, on se rend compte que c'est un métier qui... parce qu'on a cette impression-là que les avocats, ils défendent juste des motards, mais c'est une infime partie de leur cause. Ouais. Une infime partie. C'est souvent des gens qui se retrouvent qui ont commis un délit. Et sous l'effet de la panique, parce que ça, c'est assez formidable, sous l'effet de la panique, vont capoter, par exemple, vont avoir un accident, puis vont quitter les lieux. Fait que, des fois, on dit, ils se font dire, les avocats de la défense, comment vous pouvez défendre un bandit comme ça? Et j'ai un ami qui a répondu à la dame qui lui posait la question. Si votre fils de 22 ans faisait un délit de fuite,
seriez bien, bien contente d'avoir un avocat pour le défendre. Ben oui, Ben c'est oui, ça. Fait que, mais tout ça pour dire que des témoignages d'avocats de la défense et des juges et des gens qui travaillent dans le milieu du droit, T'en reçois des beaucoup. tribunaux, ils nous en parlent beaucoup et ils aiment beaucoup cette série-là. C'est très populaire. Mais Très Michel, populaire tu, chez tu ces gens. parlais des motards, on a l'impression que c'est juste ça. C'est quoi le crime le plus répandu si c'est pas ça? C'est pas les homicides? C'est quoi le C'est crime? pas du tout un crime violent. Donc, c'est les petits vols à l'étalage, par exemple, les cambriolages, ce genre Des vols de choses. cabanon. Oui, Genre, exactement. là, des petits crimes. Genre, ça arrive. quand j'ai volé les faces au Hallmark en 1982, genre. Moi, je volais des Ça, c'est un bonbons bon quand tu exemple. peux mettre 5 sous à l'épicerie pour avoir l'échantillon. Des fois, je faisais semblant. Ah oui. Je faisais juste shaker la machine. Ça arrive Excusez-là, des- la voix aujourd'hui. beaucoup de fois, plus souvent que, par exemple, des homicides, ce qu'on voit dans les médias, ce qu'on voit dans les séries, ce qu'on voit dans les documentaires. Ça arrive beaucoup plus souvent des crimes pas super photogéniques. Là. Oui. C'est, par exemple, des petits vols ou des petits trucs qui sont fondamentalement tristes. Là. Oui. Mais ça arrive beaucoup plus souvent. Par exemple, des introductions par infraction, des cambriolages. C'est ça. C'est des milliers de fois. Là. Des Mais- homicides, il y en a une 30 à 50 par année à Montréal. Là. Mais Rémi, mettons, toi, là, est-ce que dans ton domaine, tu peux aussi regarder le pattern des criminels? C'est ça aussi que tu étudies pour Ouais. comprendre davantage, pour être capable de... Ouais. Bien, ça dépend. C'est très spécialisé à l'université. Ouais. Là. Donc, par exemple, j'ai un collègue qui travaille sur les meurtriers sexuels. Ils sont pas très nombreux, mais ils les étudient quand même. Donc, c'est quoi le modus operandi? Oui, puis c'est quoi, essayer de etc. comprendre. Mais moi, je suis plutôt dans le général, puis plutôt dans l'intervention policière, mais j'ai OK. des collègues qui travaillent sur des types de crimes très, très précis. Des tueurs en série, y en a-tu beaucoup? Ça, non, mais ça, Ben, dans au nos Québec. séries, il y en a, puis les en a séries plein. américaines. Non, mais au Québec, il n'y en a pas. C'est ça n'existe pas vraiment. Ben, pas vraiment. On a plein d'étudiants qui arrivent Ben, en se regardez. disant, ben, je vais courir après des tueurs en série. Ben, Ah oui. excusez-moi, mais qu'est-ce que vous appelez en série? Ça en prend combien pour dire? Ouais, c'est une bonne En série, question. Ben, à partir de 2. À partir de 2. Il y en a eu quand même. Oui, il y en Il y a en a eu. eu. Mais Oui. c'est très, très Ça rare. compte pas les- Oui, comparé à ce qu'on heureusement que voit. c'est rare. Ben oui, Heureusement que c'est c'est pas rare. une mauvaise Ben oui, nouvelle. il y en a eu, il y en a eu. Oui, il y en a eu. C'est clair. Quand on vient aux séries, parce que je peux comprendre que quand on travaille dans ce secteur-là, ça peut être agaçant à regarder. Moi, je me souviens, la série Les Jeunes Loups, il y a quelques années, c'était intéressant, mais tu sais, en tant que journaliste, je me disais, qu'il y a des affaires qui ne représentent pas la réalité. Est-ce que des fois, ça peut dépasser l'agacement puis devenir quelque chose de, je ne veux pas dire irresponsable, mais tu sais, des fois, surtout avec le milieu policier, la confiance de la population envers la justice, la compréhension du public envers le système de justice, le système policier, est-ce que des fois, on peut dire, hey, là, on enligne le public au mauvais endroit puis on les induit en erreur, presque? Ben, plus ou moins. Je suis un peu d'accord avec Michel. Ce qui est important, c'est la compréhension du système. C'est ça qui est... Tout le système est compliqué. Donc, d'avoir des séries, ça aide à la compréhension du public. C'est pas faux ce qui est dans les séries. C'est juste qu'il y en a vraiment beaucoup qui arrivent au même moment. Trop Ça arrive vite. vraiment vite. Mais c'est pas faux. pas Puis, c'est pas vrai que je suis pas capable d'apprécier une série policière. C'est juste qu'il faut que j'éteigne la switch professionnelle. Là. Hey, Rémi, il Je nous me reste une divertis. minute, mais j'ai deux questions à rafale, OK? L'ADN, il y a toujours ça. tu sais, Il y a toujours un moment, on a l'ADN, c'est une preuve infaillible. Ben, oui, mais on sait pas pourquoi l'ADN est C'est là. ça, c'est pas si facile que ça. Donc, tu sais, par exemple, mon ADN est sur une scène de crime. On ne sait pas ce que j'ai fait sur la Oui. scène de crime. Ben oui. Je suis peut-être un livreur. Oui. On ne sait pas. Là. C'est Donc, vrai. Mais je ne peux pas vraiment nier que j'étais sur la scène de Non. crime à un moment donné. Ouais. On ne sait Portrait pas robot. quand. Les portraits robots, c'est... Non, mais il y a toujours. Moi, Ben oui. Ah, ouais, je ouais. pourrais jamais reconnaître quelqu'un qui est sur un portrait robot. C'est un bonhomme. Hey, ça marche. d'écrire quelqu'un, moi, c'est Ben oui, ça. c'est je- ça. Le Même quand il nous montre les filmer. images d'une caméra vidéo d'un dépanneur, là. Oublie ça, si vous voyez cet homme, c'est une ombre. C'est pas. Ben, Non, mais c'est- en toute transparence, c'est vraiment un moyen de dernier recours. C'est ça, OK. C'est quand tout le reste a été épuisé, là, on est rendu au portrait robot. C'est très, très spécialisé, puis ça implique des témoins relativement fiables. là. Même tu sais, quand il nous montre la vraie photo de la personne, Ben non, jamais c'est je pas- vais allumer sur le au centre d'achat. Non? C'est vrai que, oui. Aux nouvelles, on recherche cet homme activement. C'est pas- Ah non, moi, tu me montres un visage une fois, je Ah me ouais, c'est rappelle. vrai? Fait que Ah ouais. Je serais Ça, c'est contente même de faire « C'est cette personne-là, Ah oui. je viens de faire un! Là, t'as la récompense d'1 million. Ah, Merci, Rémi. Merci. Et bonne semaine de la... C'est quoi la Mais oui. semaine? La semaine de la criminologie. La semaine de la criminologie. Bonne semaine de la C'est criminologie. très Au retour, est-ce que c'est vrai que les couples se séparent davantage au mois de mars? C'est pas.
En cette Saint-Patrick, c'est la Saint-Patrick, on l'a pas dit, mais bonne Saint-Patrick. Bonne Saint-Patrick. Et voilà. J'espère qu'il est en vert. Ben oui. Oui, t'avais raison. En cette Saint-Patrick, c'est le moment d'accueillir sur le plateau le petit farfadet du contenu, celui qui vaut son pesant d'or au bout de l'arc-en-ciel, notre Lucky Charm à tous. Ludovic Bourdage, recherchiste, mesdames et messieurs, avec qui, encore une fois, on va se demander... C'est vrai, ça? Bonjour. Bonsoir. C'est vrai que c'est bon de boire de l'eau chaude. C'est vrai qu'on sait tout le temps dire ça. Ben oui, c'est bon, mais est-ce que notre vie va changer comme on le voit sur les réseaux sociaux? Une tasse d'eau chaude au réveil, là, ça va être bon pour votre digestion. Ah, c'est un Vous allez trend, perdre c'est une du tendance. poids, vous allez améliorer votre chi. Donc, votre énergie vitale, en fait, c'est qu'on vante les... Puis on drape ça de... C'est la médecine traditionnelle chinoise. Ça va changer votre vie. Pas tant. En fait, c'est bon. En fait, les spécialistes disent, oui, c'est bon, mais de l'eau, qu'elle soit dans n'importe quelle température, c'est également bon pour vous, qu'elle soit froide, chaude ou tiède. Donc, boire un peu d'eau chaude, ça ne va pas nécessairement changer votre vie. Ce qui est bon d'en boire de l'eau chaude, c'est surtout l'hydratation. Donc, c'est bon pour votre peau, vos organes, vos cellules, pour certaines conditions aussi. Parce les qu'elle est articulations. chaude? Non, juste de l'eau. Juste parce que c'est de l'eau, mais il y en a Oui, qui disent parce que c'est chaud, ça fait fondre les graisses, ça t'apporte un réconfort. Regarde. Michel, il fait exactement ce qu'il faut. On Parce dirait que c'est meilleur quand... Non? On a l'impression qu'on guérit. Ben, un petit canari, ça se Ben passe oui. tellement bien avec un petit citron. Mais le matin, moi, c'était de l'eau froide là, pour me réveiller. Là. Tu sais, il y avait eu l'influenceuse dans un podcast qui Ben avait oui. fait « Tu bois de l'eau froide le matin! » Puis c'est c'était pas comme bon, c'est un choc grosse thermique affaire. à ton Fait système. que dans le fond, c'est pas vrai tout ça. Non, c'est pas vrai. Fiez-vous pas Tout ce qui est sur bon, en ces fait, réseaux. c'est l'hydratation. Plus tu bois, puis aussi, c'est bon dans l'optique de perdre du poids. Non, l'eau chaude, ça change rien. Mais c'est sûr que si tu bois de l'eau chaude, au lieu d'un frappuccino double vanille avec sirop au Ah, ben chocolat oui. ou une boisson sucrée, c'est sûr que c'est meilleur ton eau chaude que ta boisson sucrée. Puis là aussi, je me posais la question, est-ce qu'on devrait boire de l'eau chaude du robinet? C'est comme une croyance populaire. Je bois de l'eau chaude, ça me tente pas de la faire bouillir, je vais mettre ça directement du robinet. Mon fils qui travaille dans une école culinaire m'a dit d'arrêter de faire ça. Oui. J'ai appris ça la semaine Même passée. pour cuisiner. Même oui, pour cuisiner. à cause de ton chauffe-eau, c'est dégueulasse. Oui, parce c'est que ça. la- Ben, l'eau est stagnante. pas. L'eau est stagnante. Ben, tu sais, on s'entend qu'on a quand même des maisons assez récentes avec des chauffe-eau quand même assez récents. Pas moi. Mais évidemment, l'eau est stagnante quand tu prends de l'eau chaude de ton robinet versus l'eau froide de l'aqueduc arrive directement de l'aqueduc. Tombe des nues. Puis aussi, quand tu as de l'eau chaude du robinet, ça veut dire que l'eau chaude, on se rappelle nos cours de chimie physique de secondaire 2, secondaire 4, ça absorbe plus les contaminants. Puis on se dit, on a quand même des maisons assez récentes, il n'y a pas nécessairement de plomb dans notre plomberie. Une maison ancestrale. Ah, moi, j'ai full du plomb dans mon C'est ça. eau. Non, mais à Montréal, il y a à peu près il y a à peu près 40 000 entrées d'eau qui sont encore en plomb, qui doivent être changées d'ici 2032. Fait qu'il y a encore du plomb, une certaine présence. Avec de l'eau froide, ça paraît moins, mais avec de l'eau chaude, il peut avoir il y a une faible quantité, mais comme courez pas après ça, puis faites juste réchauffer votre eau froide si Donc, absolument le pas raccourci, Ça doit là, être- pour faire bouillir de l'eau, on fait Ça doit pas être pour ça que j'ai de la misère à apprendre les noms. Parce que quand j'étais petit, on se faisait du café. On se faisait du café avec de l'eau chaude, puis le café, le pot de café. Ah oui, ben, L'instant. ben, Ah, ben, 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 ça. Ouais, ouais. On buvait tout du café comme ça. Ah oui. ça. Fait que dans la douche, faut pas faire. Non. Non. Non, Comme dans c'est les ça. annonces. Donc, OK. fuyez l'eau chaude. Fuyez du l'eau robinet. chaude. C'est vrai que si on arrache un cheveu gris, il va en repousser deux. Ben moi, j'ai été interpellé par cette manchette-là, hein, parce que j'en ai 3-4, là, petits poils blancs. Je sais pas à quel âge j'avais commencé Je commence à tout de blanchir. suite. Toi, moi, Isabelle, c'est c'est pas vrai, le je cas, on le commence tout de sait. suite. là. Ben, À quel âge j'ai commencé à blanchir? 30 ans. 30? 30 ans, ça commence. En fin de ça, trentaine, la ça en a un semaine petit peu ici. La On semaine était ensemble quand j'ai fait mon premier cheveu blanc. Oh. Sérieux, c'est tellement d'actualité pour moi. Puis là, ce on que se tu dit, dis, là, on se le disait, dos. tu sais, l'espèce de Oui. croyance, si t'en enlèves un, il y en a un autre qui va pousser à Oui. côté. Mais en même temps, sur cette logique-là, tu sais, moi, ici, j'ai pas beaucoup de cheveux, je pourrais en arracher un, il y en aurait 2 qui repousseraient. Puis après ça, j'enlève ces 2-là, il y en aurait Oui, 4. ça Mais tu sais, marche pas. non, ça Ouais, marche c'est pas. tentant. Parce que ton follicule pileux est indépendant. Donc, ce qui se passe Ouais. dans un éclaireur ne va pas nécessairement déclencher l'armée là, qui va envahir. Personnellement, les temples. je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, c'est ça, hein, toi, t'es pas concerné. J'avais touché un cheveu, T'es ça pas a concerné. Mais c'est ça, c'est que l'affaire aussi, c'est que si vous arrachez votre poil de barbe ou de cheveux blancs, ce qui va arriver, c'est qu'il y en a un qui va repousser avec le même taux de mélanine, donc qui va repousser blanc, puis peut-être même un petit peu plus épais et donc peut-être un peu plus visible. Fait que faites pas ça. Fait que ma blonde qui s'arrache avec des petites pinces à sourcils, des Non, fois, c'est pas une bonne c'est idée. ça. Puis là, on se dit, Elle mais peut là, plus le couper ouais, Oui, c'est c'est comme, ça. à la base.
Comme les messieurs là, qui commencent à avoir des poils ici, là, sur le long des oreilles. Il ne faut pas raser ça, il faut les enlever avec un petit peu. Puis là, on se dit, mais peut-être que ça se peut que mon cheveu repousse d'une certaine couleur. Tu sais, c'est parce que, est-ce que ça se peut que quand tu as des cheveux blancs, ils puissent regagner leur couleur? Ben oui, ça se peut. Mais dans certains cas très particuliers, on s'entend que si vous avez perdu votre couleur de cheveux à cause du vieillissement, c'est-à-dire que vous avez moins de mélanocytes, donc qui produisent moins de mélanine, donc votre cheveu est blanc. À cause du vieillissement, ça, il n'y a rien à faire, c'est génétique. Mais si vous avez des cheveux blancs à cause d'une carence en vitamines, des traitements médicaux, par exemple, stress des enfants et tout, ces cheveux-là peuvent éventuellement repousser. Donc, des fois, ça vous arrive que vous avez la pointe blanche, mais la racine est un petit peu plus brune. Donc, ça, c'est possible. Dans certains cas en particulier, là, ça a été démontré. Puis, je le disais en ouverture d'émission, moi, autour de moi, c'est le cas. Il y a plein de couples qui se séparent. On veut des noms. Non, en tout cas, Des gens connus? Non, pas des gens connus. Mais c'est vrai que les couples se séparent davantage en mars. Je sais pas, vous êtes séparés quand? Moi, je pensais que c'était en janvier que les gens se séparaient tout de suite après les fêtes. Tu sais, il y avait envie de le faire en... C'est ça? Bien, ça dépend. Ben, c'est parce qu'on se dit, oui et non, ils appellent ça la March Theory, parce que là, on est en mars. Là, on entend parler de la March Theory. Après ça, au mois de janvier, il va y avoir des articles sur les couples se séparent après les fêtes. Mais c'est vrai, il y a une enquête de Statistique Canada de 2022 qui compilait des résultats entre 2015 et 2019. Et effectivement, il y a un pic de demandes de divorce au mois de mars. L'hypothèse, c'est que, selon les avocats en droit de la famille, ils disent c'est toujours post-vacances ou pré-vacances. Après la relâche. Parce qu'au mois de mars, tu es après les fêtes, tu es après la Saint-Valentin, puis tu es après la relâche. Oui. Surtout que ça peut prendre certains mois avant de prendre ta décision qui a été mûrie après les fêtes. C'est peut-être celle de ça. On va rester bientôt, c'est la relâche. Puis là, ou peut-être juste, OK, on se sépare, mais juste le temps de mettre en ordre les papiers, ça peut prendre plusieurs semaines. Donc, effectivement, on va consulter. Parler à mon amant, essayer de gérer ça. Vas-tu me trouver un appart, les frais d'augmentation de loyer et tout? Ça dépend. Là. Mais des fois, peut-être une déception pendant la vacance, pendant la Saint-Valentin, une déception qui a fait. C'est surtout que quand on est en vacances, on n'est pas nécessairement pris dans la routine avec les enfants, le travail, les lunchs, métro, boulot, dodo. Là, on se repose, puis là, on a le temps de réfléchir. Puis là, après ça, une fois de retour dans la routine, on se fait, finalement, je suis peut-être pas si heureux que ça. Donc, après les fêtes, on attend pendant le temps des fêtes, on veut pas le dire à la famille, on veut pas faire partie de ce genre de discussion-là avec les enfants et tout. Donc, on revient des fêtes. On met les mesures en place, puis là, ça culmine au mois de mars où on signe les papiers, puis bonjour la visite. J'ai une question aussi. Est-ce que ça se pourrait parce que c'est le début du printemps? Puis, tu sais, il y a quelque chose d'animal. Il y a quelque chose d'effervescent. Les gens, tu sais, commencent à... Les jeux raccourcissent, les gens divorcent. Oui, c'est ça. Même les gens en couple trouvent le printemps des fois difficile. J'ai eu une grosse rupture, elle était au mois de mars. C'est vrai? C'est avant le printemps, puis c'est après 2 longs mois d'hiver à la maison aussi. Ça fait partie des je crois. Ça, il faut y penser un petit peu. C'est ça, 2 mois après Noël. Mais moi, 2 mois, je trouve ça rapide. Ça dépend, là. Mais si t'es ensemble depuis 2 semaines, je dis pas, là, mais un couple, effectivement, prenez votre temps. Mais les avocats en droit familial, ils remarquent 2 tendances, le mois de mars puis le mois d'août. Après les vacances des fêtes, Saint-Valentin et tout, et aussi après les vacances d'été. Donc, on remarque ces 2 tendances. Prenez donc votre temps, puis buvez pas d'eau chaude du robinet. Au retour, portez... Merci, Ludo. Bienvenue. Au retour, portez une casquette en tout temps. Est-ce que c'est nécessairement un manque de respect? On parlait de Trump. T'étais-tu obligé de le dire?
Bon, écoutez ça, récemment, Trump, encore lui, a accueilli les cercueils de 6 soldats américains tués en Iran et il portait sa casquette, la casquette USA 45-47, parce qu'il est le 45e et 47e président, durant toute la cérémonie. Est-ce que ça vous dérange? Parce qu'il y avait quelque chose de très solennel et tout ça, et là, il y a la calotte de... Mon Dieu. Ben là, Ton oui, regard. là, la réponse est oui, ça me dérange. On dirait que... Mettons, toi, t'arrives là, dans une funéraille, Seb, avec une casquette, on dirait que je dois être comme, oh, gars. Mais là, c'est le président des États-Unis, là, qui reçoit... Ben, en fait, n'importe qui. N'importe penser à qui. des funérailles, j'ai déjà vu quelqu'un avec une casquette. Non, je l'ai jamais vu, mais on dirait que ça va moins me choquer. Mais comme lui, pour ce qu'il représente, en plus, c'est comme, enlève ta casquette, là. On le sait que tu n'aimes pas tes cheveux, là. Nous autres non plus, on les aime pas, là. Mais comme, montre-les, là. Nous autres non plus, on les aime pas. Michel, réaction? Ben, écoute, c'est pas la première... Ni la dernière. Puis, ni la dernière. C'en est juste une de plus. Mais moi, tout ce que je souhaite, c'est que les gens qui ont voté pour lui, que ça les écœure, justement. Ouais. La casquette. Parce que quelque chose de prémédité, c'est pas un addon. Ah, non. Parce que Non, ça, c'est une fois marque, parmi tant d'autres, la casquette. Il y a toujours sa casquette rouge, habituellement, Oui. avec America C'est Great une Again. marque. C'est une marque qui s'adresse à des gens qui portent la casquette et puis qui ne l'enlèvent pas non plus. Puis c'est pour ça. Les casquettes, il y en a pour plein de choses. Il y a plein de marques, il y a plein de gens qui portent une casquette. J'en porte une casquette, il n'y a rien d'écrit dessus. Mais je veux dire, il y a quelque chose... soit d'équipes sportives, Ouais. mais tu as une signature qui va avec ça. Donc, tu te présentes d'une certaine façon avec une certaine casquette À une partie de la population. à une partie de la population. Ouais. Et c'est ça qui fait. Et Ça fait non, c'est pas un hasard. classe là. ouvrière aussi. Il y a tout ça, là, tu sais. C'est ça, c'est Ouais. sa base. Puis lui, tu sais, il s'est quand même présenté, il a fait campagne sur le fait qu'il était un milliardaire, donc il fait partie de cette élite-là. Puis une des façons de se ramener, disons, plus proche de sa base, c'est d'avoir la casquette. Mais, tu sais, je pense pas qu'il est assez brillant pour avoir réfléchi à ça. C'est que ça doit être un de ses stratèges qui a dit... Mets ta casquette le plus souvent possible pour que... Puis il y a aussi tout l'aspect du slogan. C'est un gars, qu'on le veuille ou non, qui a compris la force des slogans, la force de... Quand une caméra est sur toi, qu'est-ce qu'elle voit? Puis elle voit son Make America Voilà. Great, elle voit USA ou elle voit 45-47. Puis c'est l'image qu'on a. C'est vraiment puissant, là. C'est un homme d'affaires, d'abord Ouais. et avant tout, et pour toujours. Et pour lui, chaque occasion devant une caméra est une occasion de visibilité, de vendre sa marque, de vendre le nom Trump, puis de vendre des produits dérivés. Il manque jamais une occasion de le faire, que ce soit des casquettes, que ce soit des souliers, que ce soit ce que vous voudrez dans sa boutique Trump. Puis c'est un homme qui n'a pas de moralité, vraiment. Donc lui, de se dire, je vais aller comme ça à des funérailles pour des militaires, des soldats américains qui ont perdu la vie, je vais porter une casquette, ça ne traverse même pas l'esprit. C'est là où, à mon avis, c'est un peu plus hasardeux parce qu'aux États-Unis, on dirait qu'il y a plus grand-chose de sacré, mais les enfants, puis les militaires, c'est dans les rares choses qui sont encore un peu plus sacrées. Donc, c'était très hasardeux de sa part de le faire. Bon, finalement, c'est semi-passé dans le beurre, là, mais il ne faut pas se surprendre de ce geste-là de sa part. Bien, ça a passé dans le beurre peut-être grâce ou à cause de Fox News, qui a peut-être senti que cette image-là était problématique. Et là, ils ont diffusé par erreur, ou en tout cas volontairement, c'est ce que beaucoup de critiques disent, des vieilles images de Trump, donc des images, vous le voyez, là, qui datent d'avant, du mois de décembre, où il ne portait pas de casquette. Donc, c'est ça qui a passé pendant, mais c'est même pas les bonnes images. Bien là, ça, c'est la vraie vie. Là, c'est ça. Bien, c'est ça qui est très étrange. Puis en même temps, c'est comme une pancarte électorale que tu as à la Exact. Exact. les jours Ouais. sur toi. Exactement C'est ça. ça qui est Et particulier. ça, cette histoire-là avec Fox News, à mon avis, c'est encore plus dommageable parce qu'à une époque où la confiance envers les médias traditionnels, puis c'est ça que je trouve encore plus terrible, c'est qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, c'est pas une erreur. C'était prémédité. Ils ont fait ce choix-là, malhonnête, ils ont induit les gens en erreur. Ça, c'est impardonnable. Puis il aime les casquettes, il aime les chaussures aussi, une marque en particulier. Et là, il en offre à tout le monde comme ça dans son cabinet, les hommes, mais ils sont trop grands. Ah, ça, c'est formidable. Ça, c'est ça, c'est ridicule. que- Ça, c'est formidable. Là, il trippe, mais ça, c'est ça. Il trippe sur ces souliers-là. Fait que là, il décide que c'est les meilleurs souliers du monde. Et là, à chaque fois que quelqu'un rentre dans son bureau, il leur dit, OK, toi, c'est à peu près quoi ta grandeur? OK. Il va à l'œil, là. Il va à l'œil. Et donc, ils sont Ah tous... non, mais- Ils se sentent tous obligés de les porter, les foutus souliers, même s'ils font pas. Regarde, clairement, ils sont trop grands, ceux-là. là. Là, qui ont les souliers de leur père, là, tu sais. C'est fabuleux parce que tu aurais écrit un scénario On y de croirait film pas. comme ça Exact. avant Trump, là, puis t'aurais dit, ben non, mais c'est Uburois, là. C'est complètement... Oui, oui, absolument. Oui. Et là, tu vois, et ces gens-là dirigent le pays, là. La première puissance Ils ont mondiale. une influence incroyable sur le monde.
Oui. C'est fabuleux. Moi, j'aime ça parce qu'il nous alimente de sujets à tous les jours à l'émission. Et pour ça, Et je le trouvez-vous remercie. beau, ces souliers-là? On Ben l'aime. non, c'est À la pause, une suggestion de documentaire fascinant. C'est fini ce temps-là.
Qu'est-ce que notre système de justice, oui, actuel, a hérité de celui des civilisations anciennes? Est-ce qu'autrefois, on punissait le meurtre, le vol, les crimes sexuels de la même façon qu'aujourd'hui? C'est le genre de grandes questions qui sont abordées dans la série documentaire Justice et châtiment. Un homme pouvait violer sa femme sans jamais craindre la justice jusqu'en 1983 au Canada. 3 ans plus tard, pour la première fois, l'ADN élucidait le meurtre de 2 adolescentes. Du mariage au vol, en passant par les violences sexuelles et les homicides, remontez avec moi, Thémis, déesse de la justice, le fil du temps d'une justice que vous façonnez à coups de loi, de peur, de révolte et de prise de conscience. On en jase avec la réalisatrice Karina Marceau. Allô, Karina? Salut, salut, salut. On en parle un peu là-dedans. Moi, j'ai vu le premier épisode et c'est les femmes. C'est toute la situation des femmes à travers l'histoire, puis à quel point on n'a pas évolué très, très vite. Moi, c'est ça qui me... C'est mariage que tu as vu? Mariage. Non, attends, dans l'épisode 1... Ou homicide? Homicide, mais tu sais, on parle... où c'est tout ça, oui? En tout cas, mais entre autres, le viol conjugal, donc qui est permis jusqu'aux années 80. Tu sais, c'est 83. 83. Ouais. Il y a quelque chose de très C'est misogyne. un battement de cils de l'histoire. C'est ça. 83, quand même. Moi, j'étais née là, de penser qu'un oui, moi homme aussi. pouvait abuser sexuellement de sa femme allègrement sans qu'il y ait C'est d'accusation. ça. En fait, les femmes mariées étaient considérées comme des mineurs. Aussi, jusqu'en 1964. Alors, à partir du moment où une femme était mariée, elle était considérée comme une enfant. Et là, grâce à une politicienne, Claire Kirkland-Casgrain, mais qui a réussi à modifier les lois, mais les femmes ont retrouvé le statut d'une adulte. Oui. Alors, c'est tout ça qu'on apprend et on se rend compte que, finalement, les changements prennent du temps. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées très récemment, mais en même temps, il y a des reculs aussi dans d'autres domaines, comme par exemple les minorités sexuelles. Et entre les deux guerres, en Allemagne, la République de Weimar, les minorités sexuelles avaient des bars, l'homosexualité n'était pas absolument pas punie. Et là arrive le Troisième Reich et un des premiers gestes posés, c'est de revenir donc à cette société très genrée avec les rôles traditionnels. Et c'est ça qui est passionnant dans la série. Tu vois, moi, ça fait plus de 30 ans que je suis journaliste. Là, et je peux dire que cette série-là, c'est une des séries qui m'a le plus passionnée sur le plan de la recherche parce que ça nous permet d'analyser le quotidien avec une perspective macro. On prend de la hauteur, puis il y a des témoins lumineux qui peuvent allumer sur notre tableau de bord sociétal en disant faisons attention parce que ce qui s'est vécu dans le passé peut se revivre encore aujourd'hui. C'est ça, as-tu l'impression que là, tu es témoin d'une ébullition de quelque chose qui te rappelle ce qui a été fait dans le passé? C'est-tu pour ça? Parce que, tu sais, on le voit aussi qu'il y a un peu de ressac, là. Notamment pour les minorités sexuelles, ça, pour moi, c'est une évidence. Comme, par exemple, à Rome, l'homosexualité n'était pas châtiée, n'était pas un crime. Et ça parle aussi beaucoup de notre perspective sociétale. Ce qui était mal vu, c'était les rapports de pouvoir. C'est beaucoup ça aussi, la justice, les rapports de pouvoir. Donc, un homme ait des rapports sexuels avec un homme, c'était pas un enjeu, mais il fallait qu'il soit la personne libre, qu'elle soit la personne active. Donc, et c'était mal vu quand tu étais la personne passive. Donc, c'est là qu'on décode que la justice, c'est vraiment les rapports de pouvoir dans une société. Qu'est-ce que je veux dire? Actif, passif? La personne qui se fait pénétrer versus la personne qui pénètre. Donc, l'homme libre pénétrait l'homme de catégorie subalterne. Et l'inverse était mal perçu. Puis les questions de lutte de classe et tout ça, de position dans la société aussi, ça allait même jusqu'à la peine de mort. T'sais, à une certaine époque, quand il y avait la guillotine, ou bon, décapiter quelqu'un versus le pendre, ça dépendait de quelle classe tu venais, finalement. Absolument. Donc, la classe, la plèbe, les classes subalternes, c'était le type de mort qui était le plus répandu, c'était la pendaison. Oui. Mais les nobles avaient le droit à la guillotine. Et fait surprenant, moi, j'ai été vraiment soufflée de constater que la dernière personne guillotinée... on n'en a jamais eu en Nouvelle-France, cela dit, des personnes guillotinées. Non, c'était surtout en France. 1977, quand même. À Marseille. Alors, on se dit, 77, il y a encore un Français qui s'est fait trancher la tête, comme ça se faisait au Moyen Âge. Dans l'épisode 1, on revient justement sur l'évolution de la peine de mort à travers le temps. On voit à quel point aussi il y a certaines méthodes qui semblent barbares aujourd'hui, mais qui existent encore dans beaucoup de civilisations à travers le monde. Mais on voit à quel point ça pouvait être lancé dans l'eau comme ça, dans un sac avec des animaux. Puis, bon. Puis en tout cas, là, vous faites une liste assez exhaustive à un moment donné, mais ça aussi, ça représente bien, c'est en phase souvent avec la société dans laquelle on commet ce genre d'atrocité-là, non? Oui. Au départ, on peut dire que c'était une justice qui châtiait surtout physiquement. Oui. Là, de moins en moins, quoique la peine de mort subsiste dans plusieurs pays, notamment pour les minorités sexuelles, pour l'adultère, etc. Et au départ, la première loi, c'est la loi du talion. Donc,
vraiment basée sur le œil pour œil, dent pour dent, qui peut nous sembler très violente, inadmissible, mais c'était quand même la première fois où les sociétés se disaient ce ne sera plus l'arbitraire qui va prévaloir. Ah oui. On se donne quand même des codes. Mais l'épisode qui est vraiment, pour moi, m'a troublé beaucoup, c'est celui sur les violences sexuelles, les agressions sexuelles. Si je peux... À quel niveau ça t'a troublé beaucoup? Parce que c'est un sujet qui est difficile, mais pourquoi celui-là en particulier? Parce que jusqu'en 1983, la parole des femmes n'était pas aussi valide que la parole des hommes. Il y avait tout ce qui est préjugés, stéréotypes. Donc, une femme qui a déjà eu des relations sexuelles pouvait être perçue comme ayant... plus chercher à avoir des rapports sexuels. Ouais. Puis notre loi, notre droit jusqu'en 1983 est basé sur une citation qui dit « Abuser d'une femme qu'un autre a en son pouvoir en vue de la génération est plus grave qu'une femme qui n'appartient à personne. » Donc, on voit déjà qu'il y a le rapport de possession. Puis profiter d'une femme qui est encore vierge est plus grave qu'une femme qui ne l'est plus. Donc, la femme qui avait déjà eu des enfants, les sanctions contre l'abuseur étaient moins importantes. La femme qui était, par exemple, une travailleuse du sexe ou était prostituée, bien là, c'était pratiquement impossible de faire en sorte que l'abuseur soit accusé. Mais je pense qu'encore aujourd'hui, c'est difficile. Oui. Mais ça fait écho à des discours masculinistes qu'on entend sur Internet, ça. Des jeunes influenceurs masculinistes d'ici et d'ailleurs qui relaient ces discours-là. C'est ça qui est bouleversant, je trouve. Exact. Donc, c'est pour ça que la série est très pertinente. C'est une série historique, mais elle est très pertinente dans cette époque dans laquelle on vit. Il y a aussi justice et droit qu'on mélange toujours, hein, mais c'est deux concepts. En fait, c'est une question de système, c'est ça l'affaire. C'est ça la grande question. Ah, La oui. justice, le droit, c'est deux choses. Oui, parce que en fait, les juges vont toujours travailler avec les lois qui sont votées. Donc, il faut avoir aussi... L'Assemblée nationale, la composition de l'Assemblée nationale, les lois qui sont votées, c'est directement relié avec la justice. Oui. Donc, on voyait justement avec le droit des femmes, sur le droit des femmes mariées, bien, il y a une femme qui est arrivée au Parlement et qui a milité pour faire changer la loi. Donc, ça amène toutes sortes ces questions-là sur la représentation de notre Parlement. Est-ce qu'il est représentatif de la société? Est-ce qu'il va voter des lois qui vont être... qui vont bénéficier à l'ensemble de la société, quoi. Est-ce que vous faites le constat, parce que je vois vous remontez en arrière, que les lois, finalement, elles ont été créées par les puissants, au détriment en général, au détriment de la plèbe, comme vous l'avez dit tantôt. Bien, c'est des rapports de pouvoir, effectivement. Donc, ceux qui sont capables de faire valoir leurs droits, d'avoir une voix civile, que ça percole jusqu'au Parlement, bien, inévitablement, ça va avoir une incidence. Alors, je réponds un peu à votre question. Série approuvée par Maître Lapointe, je pense. Absolument. Ben non, c'est très, très intéressant. Ben oui. mais j'en reviens à cette question-là. La justice et le droit, c'est deux choses. Absolument, oui. C'est deux Parce que la justice, c'est une création humaine, finalement. Donc, très imparfaite. Et puis, mais le droit est là. Moi, Puis on espère que ça tend de plus en plus à être égal, en fait. C'est ce qu'on souhaite. 3 épisodes, c'est à voir. Justice et châtiment, c'est disponible sur le web à partir d'aujourd'hui. C'est disponible maintenant. La série sera diffusée à l'antenne de Savoir Média à partir du 24 mars. Merci, Karina Martin. Merci infiniment de l'invitation. Après la pause, des Olympiennes qui gagnent plus en étant maintenant influenceuses.
Bon, l'an dernier, la médaille olympique en ski acrobatique Eileen Gu a empoché 23 millions de dollars. Là-dessus, il y a seulement 100 000 piastres qui proviennent vraiment du sport. Autrement dit, de ses victoires sur les pistes. Le reste, ça vient de ses réseaux sociaux. Et elle n'est pas la seule à être et sportive et influenceur. Autrement dit, tu n'as plus le choix? Ou... En tout cas, c'est une bonne idée, je pense, d'allier les deux. Tu n'as plus le choix, effectivement, particulièrement pour les femmes, parce que les femmes sont traditionnellement moins payées dans le monde du sport professionnel. Puis moins représentées aussi, on les voit moins dans les médias. On les voit beaucoup, beaucoup moins dans les grands médias. Puis effectivement, ça fait plusieurs Olympiques qu'on se pose cette question-là, puis là, on le voit de plus en plus, effectivement. Les femmes ont plus le choix de se tourner vers les réseaux sociaux parce que c'est rendu la façon de vivre de ton sport, parce que le salaire est plus suffisant. Ce qui est intéressant, c'est que les athlètes ont été parmi les premiers influenceurs avant l'Internet. Il y a une centaine d'années, ça a été parmi les premières personnalités publiques à être associées à des grandes marques pour défendre un produit. Dans les années 80-90, après, il y a eu des cas très célèbres de Michael Jordan, par exemple, avec Nike, tout ça, qui défendait des marques. Mais avant, c'était les marques qui venaient te chercher. Puis ta visibilité dans les médias dépendait de ces grandes marques-là qui disaient, là, on va faire une pub, là, il va y avoir de la visibilité pour toi. Alors que maintenant, ça commence d'abord avec les athlètes qui vont dire, bien, je vais me mettre de l'avant sur les réseaux sociaux, je vais me faire remarquer par des marques qui, après, vont venir me chercher. Se construire une communauté, autrement. Se construire une communauté. Puis parfois, ça aboutit à des grands contrats très payants dans une minorité de cas. Et dans d'autres cas, bien, tu finis par les signer des petits partenariats pour dire, bien, tu me fais 1, 2, 3 publications, des stories en défendant mon produit, en défendant ma banque, mon institution, ce que vous voudrez. Puis à partir de là, on fait un peu d'argent. Mais effectivement, c'est rendu incontournable si tu veux vivre de ton sport. Tu sais, j'ai les chiffres. 58 des athlètes ne sont pas stables financièrement. Il y a seulement 5 qui vivent confortablement. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas beaucoup. On parlait des artistes tantôt, mais tu sais, c'est ça aussi. Je sais pas si eux ont un filet de sécurité. Eugénie Bouchard. Tu parlais de Michel Jordan. Michel Jordan, Michael, mais Eugénie Bouchard, c'est un bon exemple de quelqu'un qui a bien su utiliser les réseaux sociaux. Puis on a beaucoup critiqué Eugénie Bouchard, justement parce qu'elle faisait ça, mais quand on regarde après ça son parcours, ne serait-ce pas juste sur le terrain, mais à l'extérieur du terrain, elle a vécu toutes sortes de choses parce qu'elle était forte sur les réseaux, parce qu'elle était influenceuse, parce que elle s'est retrouvée dans des situations extraordinaires, là, et parce que, justement, les gens venaient la chercher, parce qu'elle projetait l'image d'une athlète, oui, mais d'une belle femme, puis qu'elle est enjouée. Puis bon, pour toutes ces raisons-là, mais elle a travaillé très fort, son réseau. Et elle a, à mon avis, Eugénie Bouchard a préparé le terrain pour celles qui l'ont suivi aussi, parce que je pense qu'il y a une dizaine d'années, on était moins prêts à ça, on était beaucoup plus dérangés par ça. En plus, c'est une femme. Là, aujourd'hui, je pense que le public est beaucoup plus habitué à faire ça. Après, ce qui est agaçant pour certains athlètes, c'est qu'il y en a qui adorent ça. Et il y en a qui détestent ça. Puis il faut être bon, ça demande du temps, ça demande du talent de faire du bon contenu pour les réseaux sociaux. C'est pas tout le monde qui a ça. Il y en a qui se tournent vers de l'aide extérieure, qui engagent du monde avec eux pour les suivre, pour faire du contenu. Parce que du mauvais contenu, ça peut te nuire aussi. Bien, on en a quelqu'un ici qui en fait du bon contenu. Mais merci, c'est vraiment gentil. Mais j'ose dire que tu peux ne pas aimer ça ou aimer ça en faire, sauf que c'est pas garanti que ça va fonctionner non plus. Tu sais, le nombre de fois que les gens nous demandent comment faire une vidéo virale, bien, c'est pas de même que ça fonctionne. Ça se peut que l'athlète, ça lève juste pas son affaire, même si ça fait du bon travail, qu'elle reste dans l'espèce de vortex trou noir des réseaux sociaux. Là. Ça se peut que ça pop jamais. Tu sais. Pendant longtemps, il y a peut-être une quinzaine d'années, les producteurs en télé disaient souvent ça. Là, ça, on va essayer de faire un beau viral pour là. Ils décident pas ça. Il n'y a pas de formule. Puis, tu sais, je suis tellement contente pour elle. Là, tu sais, comme ça a tellement fonctionné, c'est une très bonne bonification, effectivement. Là, mais c'est-tu incontournable? T'as-tu pas le choix? T'sais, toi qui es toi-même créatrice de contenu, t'as pas le choix. C'est que moi, ma carrière a commencé grâce à ça. Mais tu sais, vous êtes établi, c'est pas une nécessité, sauf qu'en même temps, vous vous joignez au groupe si vous le désirez, sauf que vous êtes établi. Mais maintenant, si tu veux être en avant de la caméra, je pense que c'est un peu, premièrement, la façon de te faire découvrir, mais aussi une façon de comme bonifier ton métier et ton salaire. Je suis pas tout à fait d'accord qu'on n'est pas obligé dans la mesure où, tu sais, moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier-là. Puis on compare aujourd'hui versus avant. Des émissions, comme on va se le dire, où tu as une quotidienne, sont rendues très rares. Fait que beaucoup d'émissions coupent beaucoup dans les coûts. Tu vas tourner 8 jours pour faire comme une saison au complet. Fait que tu as moins d'argent. Fait qu'il faut que beaucoup d'animateurs puis de comédiens aillent chercher de l'argent autrement. C'est ça que j'allais dire. Ce genre de carrière-là, la fille, elle sait très bien que elle n'en a pas pour, 40 ans devant elle de faire ça. Là. Alors, il faut qu'elle profite de ce moment-là. Moi, je trouve ça tout à fait correct. La question que je me pose des fois sur ce qu'on met comme... Pourquoi en bikini? Parce que ça marche. Parce que ça marche. En même temps, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'es pas obligé de te mettre en bikini, Michel, là, pour avoir... Non, je pense...
Écoute, Mais ça, moi, ça- j'y ça dérange? réfléchis, là. Je suis pas encore certain. Mais Non, mais Michel, je reviens à. Tu sais, les acteurs, moi, ma blonde, bon, qui joue aussi, Oui. des fois, on vous demande maintenant de. Ça fait presque partie du contrat. Ah, Pour une bikini. série, ben, il faut que De tu produises un peu de partager. contenu. Oui, mais de faire certaines publications, des fois. Ou... ben, c'est ce que je trouve. Écoute, moi, non, on me demande pas ça. C'est-à-dire que les shows sur lesquels je suis, ils ont leur propre service. Ils ont leur équipe. Et puis, bon, ça me fait plaisir de le faire. Mais je veux dire, ce que je trouve un peu gênant, Trop intime? bon, intime, ça dépend où tu veux aller. Oui. Tu ouvres la porte, Oui. tu es libre d'ouvrir la porte et puis à la grandeur que tu veux. Mais je veux dire, non, ce que je trouve un peu gênant, j'ai entendu dire, chez les jeunes acteurs, par exemple, qui vont passer des auditions pour des rôles, et là, on leur demande quel est leur taux de nombre comment on dit, d'abonnés. following. Abonné, oui. Et ça me... je me questionne là-dessus. On y va-tu au talent ou bien non, si on y va... Ah, il y a beaucoup de Je trouve rôles ça et même étonnant. de postes d'animateurs en télé, moi, que j'ai vu se donner à une personne plutôt qu'à une autre, Oui, juste à pour un cause de chiffre ça. de gens qui te suivent. Là. Ben- Ça fait partie maintenant de ta valeur, c'est ça Mais qui je me questionne là-dessus, moi. Si c'est vraiment ça, la valeur de... Mais enfin, c'est une Ouais. question Ben, non, personnelle. non, c'est très valable là, comme point. Là. C'est très questionnable. Idéalement, on est engagé pour le talent. Idéalement, Idéalement, c'est ça. Ben, oui. idéalement. Exactement. Mais là, C'est très avec ça, ce Pas tout le temps- phénomène-là... C'est pas tout le temps le cas. Tu sais, Exactement. des jobs de porte-parole ou Ouais. d'égérie d'une marque, Oui. ça, c'est systématique. Maintenant, ils regardent Oui. ça. Ça, je Oui. peux comprendre aussi. Oui, je que peux c'est un comprendre, publicitaire. oui. Oui. Mais effectivement, pour le jeu, pas Oui. certain. Mais pour les athlètes, moi, je suis content. Pourquoi pas? Tant mieux pour vous. Si c'est bien fait, effectivement. Si on veut vivre. Si on veut. C'est ça. Parce Pas le qu'il choix. faut bien vivre, mesdames et messieurs. Après la pause, pour terminer l'émission, mes invités font une dictée trouée. Oh.
Pour terminer l'émission, on a eu envie de vous faire faire une dictée trouée. Soyez pas stressés. En fait, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il ne faut pas se stresser avec ça. C'est simple. On leur a donné donc une phrase trouée qu'on a demandé de compléter. Comme ça, on va tenter de deviner qui a écrit quoi. Et donc, c'est l'heure. On a même un jingle. Là. On est allé fort. La dictée trouée. Donc, ça, c'est la phrase. À 3 jours du printemps, je trouve que... Complété. Et je m'apprête à... C'est assez simple, mais finalement, on a eu de la misère. Hein? On a tout... Oui. Moi, je sais pas qui a écrit quoi, fait que je peux jouer aussi. Là. Commençons avec le premier, mesdames et messieurs. 3 jours du printemps, je trouve que la ville est sale et je m'apprête à sortir mon scooter. Ça, c'est tout. Ça, c'est Ah, Julien. Moi, j'aurais dit Chloé. Ah ouais? Ouais. Non. Ah, Michel, t'as un scooter? J'ai un scooter. Ah, mon Dieu! C'est merveilleux! C'est quand la sortie? Parce que là, on dit que ce sera un printemps tardif, hein, fait qu'il Ben oui. il va y avoir de la neige cette semaine. Pas là, Je là. sais. Non, je ne l'ai pas sorti. Là. Il est à l'entrepôt. Là. C'est pas possible. Mais de toute façon, il faut que tu attendes, pas juste que la neige soit fondue, il faut que tu attendes que les rues soient nettoyées. Parce que le sable, c'est très, très, très dangereux. Ben oui, Quand tu peux tu te freines, slider. c'est très dangereux. Puis là, les trous, c'est très dangereux aussi parce que si tu suis une voiture, tu ne vois pas. Ben non. Non. Alors, En fait, le scooter peut rentrer probablement dans la Quasiment. Au plupart. complet dans la quasiment. Non, plupart. mais ta roue, c'est vrai, c'est des petits trous. Hein? Fait que, Ça c'est mérite. dangereux. On y va avec un autre, s'il vous plaît. À 3 jours du printemps, je trouve que je n'ai pas de manteau approprié. Je m'apprête à magasiner un manteau mi-saison. Ça, c'est toi. Ça, c'est Ben non, va être c'est Chloé, Julien. ça va être Chloé. Ah non, c'est Isaac. Toujours une bonne excuse. En ce moment, là, sérieux, la température fluctue tellement. Je suis comme, j'ai pas de manteau approprié. Puis là, Comme tu veux il pas fait froid, il investir fait parce pas que ça va chaud, il durer fait- 2 secondes. Ah! tu sais. Ça me rend folle. C'est une Viens bonne chez nous, excuse. tu vas en trouver un. Ah, c'est ça. Un autre tout de suite. Ah ouais, donc. Ça se rétrécit. À 3 jours du printemps, je trouve que l'hiver a passé vite et je m'apprête à réparer les dégâts de mon chien. Ah, ça, c'est toi. Bon, c'est moi, là. C'est Ben moi. oui. Mais moi, pour vrai, je suis un des seuls qui n'a pas chialé l'hiver. Mais je pense que c'est grâce à mon chien. Parce que tous les matins, je vais le promener. Puis là, j'ai comme pris goût à aller prendre ma petite marche. Puis j'aime ça de m'habiller tout croche pour aller avec Ouais. ma petite, puis tout ça. Oui. Mais les dégâts, c'est la cour, évidemment. Ah, c'est En fin de sûr, semaine, mon je suis ouais. sorti. Il y a une corvée. Il y a du travail à faire. Il y a de l'engrais, t'as Ouais, des petits souvenirs. Tu sors ton chien des fois, mais juste dans la cour, tu dis, bon, ben, va. Ben oui, tu sais, le soir, mettons, Ouais. la nuit, il sort. Mais oui, c'est 4 tough, fois hein. la semaine passée dans une nuit. Oh! En tout cas, on a comme un bébé bon. naissant Bon à la maison. métabolisme. À 3 jours du printemps, je trouve mon drain français serait dû. Je m'apprête à acheter une plus grosse shop vac. Ça, c'est toi, Ben là, les c'est Rénaux. moi. Ah oui, avec ta Là, maison de premièrement, je 150 ne savais ans. même pas c'était quoi un drain français. Là, 2 pas le semaines, c'est fun mon quand père tu qui le m'a sais. dit il y a de l'eau qui rentre dans ma cave, tout le monde. Fait que là, c'est. Puis là, au pied d'une montagne, l'eau rentre. C'est pas si pire. Ah non, oui. Mais- Dans quelle ville? Saint-Hilaire. Oh, OK. Fait que, tu sais, vraiment beaucoup de shop vac au quotidien. Je trouve que la mienne est vraiment pas assez grosse. Approprié. Fait que ça va être un printemps, Un beau printemps, hein? sous le thème de l'inondation. De la Pauvre pluie. toi. C'est pas Non, le mais fun, ça. c'est léger, des affaires j'aime d'adultes. ça. Hey, j'ai du fun, là. Ah, Sérieux, c'est c'est sûr. fun. C'est le fun, on apprend chaque jour. Tant qu'il y a des beaux kits pour y aller avec ta Ben chambre. oui, c'est Oui, sûr. c'est correct, ça, Chloé. vraiment. Des belles petites bottes à crampons. Il nous reste plus ou moins une minute. On va y aller en rafale, tiens, pour les 2 derniers. 3 jours du printemps, je trouve que l'hiver éternel a assez duré. Je m'apprête à faire la fête jusqu'en octobre. Ça, c'est toi. Ben, ça, c'est moi. Ah! Fait que tu vois, moi, je suis pauvre, puis toi, t'es contre l'hiver. Ah non, moi, Je l'ai bien non, mais l'hiver a commencé au lendemain de l'Halloween. On Ça, s'en c'est souvient vrai. qu'il a Ouais, ça a neigé. été On est excellent. tanné, là. J'aime ça l'hiver, mais ça c'est vrai. suffit. Oui. Et là, on va faire le party jusqu'au mois d'octobre. C'est Oui. parti. Moi, je suis là. C'est parti. Je suis dans ton équipe. Ah, yes. Ben oui, mais je suis content que ça arrive. C'est ça qui est le fun. Tu sais, je Oui. l'ai toffé jusqu'au bout. Là, ça peut arrêter, par exemple. Là, c'est comme. On a fait le Ça tour. suffit, ça suffit. On les aime. c'est- Je pensais qu'on avait un autre, mais c'est non, Michel, c'est l'histoire du je comprenais scooter. pas ton Non, je sais, deuxième, j'ai mal compté. Je sais pas compter. Je Mais non, sais pas compter, d'ailleurs. Puis là, je termine là-dessus, mais c'est ça, on s'en parlait. On a fait une dictée. Elle dit est-ce que ça existe encore, la dictée Les PGL? PGL. Rappelez-vous de ça? Oui. Oui, ça existe Oui. encore. Wow. Je pose peut-être la question. À la télé, toujours? Pas à la télé. Pas sûr, Je parce connais qu'à l'époque, pas. c'était télévisé. télévisé. OK. Et moi, j'allais au final régional. Ah, arrête de wow, penser wow. bon, c'est Mais parfait. jamais plus loin que ça, malheureusement. C'était très difficile. Demain, on sera de retour avec Julie Perrault, Guillaume Cyr, Nathalie Petrovski et Mona de Grenoble. Je pense que je vais lui poser toutes mes questions sur Big Brother avant l'émission demain. J'ai une grosse liste. Hey, merci à vous autres, c'est le fun. Bon scooter, Michel. Pas prudent. Et Minou, restez coupés.